Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en viens vous parler de littérature classique. Juste quelques remarques rapides en guise d'introduction. Les personnes qui ont l'habitude de regarder ma chaîne auront peut-être remarqué qu'on n'est pas dans mon décor habituel, et celles et ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être eu vent du fait que j'ai vécu quelques mésaventures, et donc à la toute fin de cette vidéo, pour celles et ceux que ça intéresse, qui s'intéressent à ma vie, à mon parcours au sein de cette chaîne, mais aussi en dehors, en fin de vidéo je ferai un petit point blabla, racontage de vie, en gros un point rapide sur où j'en suis et ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Mais si ce qui vous intéresse le plus c'est la littérature, et je vous comprends, on va donc y aller, et sachez juste que en fait cette vidéo elle correspond à une envie que j'ai de revenir à des formats un petit peu plus chill, à des choses qui sont moins écrites, et en fait je suis un petit peu nostalgique de l'époque où voilà, je posais simplement ma caméra et je vous parlais en roue libre de livres que j'adore, et c'est donc ce qu'on va faire maintenant. Une autre remarque juste que je voulais faire, c'est que je vais pas trop rentrer là maintenant dans des considérations sur les classiques et tout ce qu'on pourrait en dire d'un point de vue social, sociologique, etc. Vous allez voir que ça, c'est des choses que je risque d'aborder en fait au fur et à mesure de la vidéo, quand je vais vous parler de ces œuvres et quand je vais vous parler de leur découverte, ce que moi ça m'a permis en tout cas. Et je pense qu'on peut vraiment avoir 1000 raisons d'avoir envie d'en lire, que ce soit pour s'approprier un capital culturel, que ce soit pour approcher une sorte de culture légitime. Ce que j'avais envie de dire, c'est que les classiques m'ont permis, personnellement, de compenser un certain sentiment d'illégitimité ou d'infériorité, que en lire, ça m'a apporté énormément, non seulement sur le plan personnel, en termes de construction de ma personnalité, de ma personne, de ma sensibilité, et donc je vais sûrement être amenée à beaucoup parler de ça au fur et à mesure de la vidéo. C'est pourquoi je vous épargne une intro, enfin en tout cas je voulais vous épargner une intro du genre « Qu'est-ce qu'un classique ? Pourquoi lire des classiques ? Le carcan bourgeois, etc. » Je voulais pas faire ça, et je suis 100% en train de le faire, donc on va s'arrêter là. Et donc la dernière chose que je voulais dire en intro, c'est que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc si mon travail a de l'importance pour vous, si ça vous apporte quelque chose, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Patreon et sur mon Ko-fi, les liens sont dans la description. Il y a en général maintenant un minimum de 20 000 personnes qui regardent mes vidéos, et si ne serait-ce que 10% parmi vous lâchaient 1 euro sur mon Ko-fi, je pourrais totalement me rémunérer correctement pour ce que je fais sur cette chaîne, et ce serait vraiment super génial. Donc je vous remercie énormément si vous pouvez y penser, et je remercie énormément les personnes qui le font déjà. Et allez, c'est parti, on y va. Alors le premier texte dont je voulais parler, qui est un texte très important pour moi, que j'affectionne énormément, c'est Du côté de chez Swann de Marcel Proust, qui est en réalité le premier tome de sa longue saga, enfin de son très long roman qui a été découpé en plusieurs tomes, et qui s'appelle À la recherche du temps perdu. Alors là je me dis que ça va sembler très paradoxal en fait de commencer une telle vidéo par parler de Proust, surtout après avoir évoqué la sociologie, la violence symbolique, et donc ce que les classiques peuvent avoir d'intimidant. Et Proust a cette réputation d'avoir écrit donc le livre le plus long, le livre le plus difficile à lire, un livre très hermétique où il faut tout un appareil critique pour l'approcher. Et en fait, si je vous en parle, c'est parce que au moment où j'ai lu ce livre, j'étais vraiment dans une démarche d'avoir envie de me tester, d'avoir envie de me frotter à la littérature classique, et lire ce livre a été vraiment une libération pour moi. Comment vous présenter Du côté de chez Swann ? En fait, si vous voulez, c'est le premier tome de la recherche, mais c'est aussi un livre qui raconte une histoire à lui tout seul, et qui raconte en particulier l'histoire de Swann, un jeune homme qui va être traversé par le sentiment de la jalousie. On va suivre une histoire d'amour, enfin c'est une des choses qu'on suit dans Du côté de chez Swann, très passionnelle, avec un personnage torturé par la peur d'être abandonné, par la peur de ne pas être assez. En tout cas, je le dirais comme ça, mais de toute façon, résumer Proust, enfin essayer de dire ça raconte l'histoire de ça, je pense que c'est la meilleure manière de donner l'impression que c'est hyper rébarbatif et chiant en fait. Mais en fait, si vous voulez, si j'avais envie de parler de ce livre, c'est parce que déjà, il va y avoir un projet un peu de plus long terme sur ma chaîne. Abonnez-vous si vous voulez le suivre, mais là je suis en train de mettre en place un gros projet autour de la lecture de la recherche.
Et j'avais envie déjà de mentionner ce texte parce que pour moi, la lecture de Proust a été la découverte qu'on pouvait tout à fait lire un classique de manière hyper naïve, de manière hyper premier degré, sans avoir un appareil critique, sans avoir un prof qui vous explique. J'ai juste commencé à lire Proust et je suis tombée complètement à l'intérieur du livre. Je me suis sentie une très grande proximité avec le narrateur qui est qui est un hypersensible, qui est quelqu'un qui, comme moi, au moment où j'ai lu le livre, a honte de certains goûts, a honte de certains de ses désirs, et qui surtout a vraiment le désir de s'intégrer. Je trouve qu'en fait, de manière générale, du côté de chez Swann, c'est vraiment un très grand texte sur l'insécurité. Alors pas l'insécurité au sens extrême droite, mais plutôt l'insécurité émotionnelle, l'insécurité dans les relations, parce qu'on parle, comme je le disais, de jalousie, et aussi l'insécurité sociale, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la peur qu'on peut avoir de ne pas correspondre à ce qui va être attendu de nous dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Et donc c'est un petit peu méta, mais quand on le lit, alors qu'on a soi-même honte de certains de ses goûts, et qu'on a le désir assez vif d'accéder à certains capitaux culturels, d'accéder à certains codes, en fait du coup c'est une lecture qui est très marquante quoi. Et je pense qu'une des choses aussi qui ont fait que ce texte a beaucoup résonné en moi et que j'y suis beaucoup attachée, ça c'est pareil, vous allez voir que ça traverse d'autres livres dont je vais parler là, mais c'est la question queer. Il y a en fait du côté de chez Swann, et ça m'a vraiment marqué quand je l'ai lu, il y a une relation lesbienne qui est un tout petit peu abordée de manière cryptique, et en fait moi quand j'ai commencé à lire la recherche, j'étais pas du tout au courant que ces questions-là apparaissaient, je ne savais pas du tout que Proust était gay, enfin en tout cas je crois pas que je le savais, et donc j'étais en train de lire mon petit classique avec beaucoup de bonne volonté culturelle, et d'un coup, genre vraiment je relisais le paragraphe en me disant mais c'est vraiment ce que je crois, je suis vraiment en train de dire ça. J'ai découvert qu'il y avait de l'homosexualité chez Proust, et en particulier une relation lesbienne. Je m'étais dit, ah ouais d'accord, les classiques peuvent parler de ça, et ils peuvent en parler de manière aussi frontale. Bref, beaucoup de choses à dire, et on en reparlera encore une fois au sein de ce projet secret que je vous tease un petit peu. Mais parmi mes classiques préférés, du côté de chez Swann, incroyable, et la recherche de manière générale. Ensuite, il m'était impossible de faire cette vidéo sans mentionner Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Tout simplement parce que c'est en fait à mes yeux un des plus beaux romans de la littérature française, et même de la littérature en général, je pense, tout simplement. Évidemment, je ne vais pas vous en raconter l'histoire, je pense que vous la connaissez déjà. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi pour ça que c'est un texte qui est aussi important pour moi, parce que, si vous voulez, l'histoire de Notre-Dame de Paris, elle m'a habité dès mon enfance avec le film de Walt Disney, et avec la comédie musicale aussi, que j'adore. Et quand j'ai fini plus tard par lire Notre-Dame de Paris, c'est instantanément devenu un de mes... Enfin, c'est pas seulement un de mes classiques préférés, c'est vraiment un de mes romans préférés de la Terre, parce que je considère que c'est un livre qui contient absolument tout ce que j'aime dans la littérature. Il est vraiment traversé par cette question de la résistance politique, par cette question de la justice, et aussi par le thème du sacrifice, de la monstruosité. Et en fait, tout ça est traité par Victor Hugo avec une beauté de la langue et de la construction du récit et des personnages qui est presque extravagante en fait pour moi, en tant que lectrice, mais aussi en tant que personne. Il y a vraiment toutes mes obsessions dans ce livre, quoi. C'est aussi un texte qui parle de désir, qui parle de foi, et qui parle de... Comment on aménage sa moralité avec ses désirs, avec sa soif de justice, comment on pactise avec celles et ceux qui sont différents de nous, enfin bref. Honnêtement, je pourrais faire une vidéo à part entière sur Notre-Dame de Paris, tellement je trouve que c'est un livre qui est hyper riche. Je l'ai relu l'année dernière, et je me suis même fait la réflexion qu'il y a une scène de fin qui est digne d'un jeu vidéo, qui est digne de Dark Souls, quoi, qui est hyper épique et qui est sublime. Et le seul problème, c'est que malheureusement, c'est vraiment pas le texte qui est le plus accessible de cette sélection. En fait, bizarrement, beaucoup plus que Proust, Notre-Dame de Paris, c'est quand même assez hermétique. Dès le premier chapitre, on a une très longue description du palais de justice, et on a des personnages qui parlent de manière hyper grandiloquente, avec un vocabulaire qui est vraiment spécifique du Moyen-Âge, etc. Enfin, là, en termes de violence symbolique, franchement, c'est assez horrible. Mais en même temps, je me souviens que quand j'ai lu Notre-Dame de Paris pour la première fois, j'ai découvert aussi la lecture irrévérencieuse.
Et donc j'ai découvert que parfois on pouvait se permettre de découvrir un classique et de juste zapper des descriptions en fait quand ça devient trop long et qu'on arrive à garder le fil du récit et que c'est vraiment bien de commencer à prendre des libertés, à ne plus se laisser dominer par le texte. Et l'histoire de Notre-Dame de Paris pour moi est absolument merveilleuse. Elle parle de racisme même si on sent aussi une misogynie. Gros sujet aussi, hein. La misogynie quand même latente chez Victor Hugo. Mais pour l'époque, c'est absolument incroyable. Et je pense que même juste aujourd'hui, vous regardez la version de Disney, vous regardez la comédie musicale, quand ça parle d'exclusion, quand ça parle des sans-papiers, quand ça parle de discrimination et de violence policière, c'est vraiment traversé par des thèmes qui sont tellement actuels. Et je trouve que c'est ça aussi qui reste quand même vraiment merveilleux avec les classiques, c'est la façon dont ça résonne. Malheureusement, encore très fortement aujourd'hui. Donc voilà, Notre-Dame de Paris, un des plus beaux livres ever pour moi, et un de mes romans préférés tout simplement. Ensuite, complètement rien à voir, je voulais vous parler de Confession d'un masque de Yukio Mishima. Alors là, je fais un petit pas de côté en vous parlant de ce livre parce que je pense qu'un certain nombre de gens vont se dire « Mais qu'est-ce que ça fait là ?» Confession d'un masque, c'est un roman qui est paru en 1949, qui est extrêmement récent, et en quoi c'est un classique. Et j'ai décidé de vous en parler déjà parce que c'est un de mes livres préférés, toutes catégories confondues, et aussi parce que Confession d'un masque, c'est d'abord un classique de la littérature japonaise, mais aussi un classique de la littérature gay. Et donc à cet égard, je trouve qu'il a toute sa place dans cette vidéo, et de toute façon c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, j'avais trop envie de vous parler de Confession d'un masque. Yukio Mishima, c'est un grand auteur japonais qui... on peut écrire des livres entiers simplement sur sa vie et l'évolution de sa pensée, et il faut savoir que c'est quelqu'un qui a vraiment vrillé en fait tout au long de sa vie et qui a fini par devenir carrément un espèce de terroriste d'extrême droite. Il est mort en essayant de faire un coup d'état qui a échoué et il s'est fait harakiri. Enfin bref, grosse histoire, et évidemment je partage absolument pas un certain nombre de ses positions politiques. Il y a une super BD d'ailleurs que je vous recommande énormément qui raconte sa vie. Et Confession d'un masque, c'est une œuvre de jeunesse qui est, alors c'est pas totalement assumé, mais c'est quand même en très grande partie autobiographique. Et donc c'est un récit dans lequel on suit un jeune homme qui va peu à peu découvrir son homosexualité. Mais cette découverte, elle est ternie et elle est empêchée par une très grande homophobie internalisée. Et donc on va suivre un narrateur qui est très torturé, qui est habité par un très grand désir de mort, par des pulsions voyeuristes extrêmement bizarres, etc. Et donc, moi, je trouve que c'est un texte qui est absolument incroyable sur... c'est un texte, en fait, qui est très pervers et qui parle de la façon dont on peut rencontrer des parts qu'on estime perverses en soi. C'est un texte qui parle du rejet et, en fait... là, on retrouve un peu comme avec Notre-Dame de Paris, certaines de mes obsessions en littérature, mais voilà, la question vraiment de la monstruosité du monstre en nous et de ce qu'on désigne comme monstrueux dans la société. Et c'est simplement un roman très court qui vous prend aux tripes et qui, je crois, résonnera très fortement en fait avec toute personne qui a eu à composer avec son identité de genre ou avec son orientation sexuelle et avec les parts en soi qu'on rencontre sans pouvoir les nommer. Et donc voilà, moi c'est un texte juste que j'adore, qui fait pareil partie de mes romans préférés, et donc que je vous conseille énormément en tant que classique de la littérature gay, et aussi en tant que classique de la littérature japonaise. Ensuite, on revient à du plus classique dans la conception de la littérature classique, et je vais être assez brève, je pense, sur ce texte-là, là aussi, parce que que dire qui n'a pas déjà été dit? Je voulais vous parler du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Bon là c'est un exercice un peu périlleux et je vais pas en dire grand chose parce que, y compris si vous regardez des vidéos de littérature, on a beaucoup parlé de ce texte, notamment depuis l'année dernière quand il y a eu l'adaptation en film avec Pierre Ninet. Mais je voulais quand même ajouter mon petit grain de sel. Le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment... je pense que c'est un incontournable, en fait. En tout cas, c'est quelque chose que je recommande très très fortement quand on a envie de se mettre à la littérature classique, parce que il me semble que c'est le roman classique par excellence pour se réconcilier avec les classiques.
En fait, si vous voulez, quand vous regardez des vidéos ou quand vous lisez des articles sur comment se remettre au classique, etc., j'ai remarqué qu'il y a une forte propension à conseiller des textes hyper courts, par exemple La Métamorphose de Kafka ou L'étranger de Camus. Et moi, c'est quelque chose qui me laisse un peu interdite parce que quand j'ai lu L'étranger de Camus, par exemple, c'est des textes qui sont très métaphoriques, qui sont absurdes et donc qui sont paradoxalement, je trouve, hyper hermétiques. Enfin, moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai lu L'étranger de Camus, j'ai rien compris et j'ai l'impression de m'être pris la plus grosse violence symbolique dans la tronche. C'est un peu contre-intuitif finalement, mais pour moi, le Comte de Monte-Cristo, c'est 1000 fois plus à conseiller pour découvrir les classiques que des choses très courtes comme Kafka ou L'étranger. En fait, le truc de la littérature classique, c'est que ça demande d'avoir du temps, en fait, matériellement. Ce sont pas des textes dans lesquels vous allez vous plonger facilement en 5 minutes. Et je trouve que Le Comte de Monte-Cristo est un livre qui permet de prendre le contre-pied de ça parce que Alexandre Dumas, il a fait paraître l'histoire du Comte de Monte-Cristo dans la presse. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup au 19e siècle. Et en fait, si vous voulez, c'est Netflix. C'est une histoire qui est racontée en petits épisodes. Et donc, il faut aller très vite. Il faut capter l'attention du lecteur ou de la lectrice. Il faut faire avancer l'intrigue. Et il faut qu'il y ait du suspense, qu'on s'attache au personnage assez rapidement. Et donc, qu'on soit à fond, qu'on ait envie de savoir la suite, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué dans Le Comte de Monte-Cristo, dans cet exercice, en fait, de l'écriture feuilletonesque. Pour moi, Alexandre Dumas, c'est le boss, quoi. Enfin, il est vraiment trop fort. Et donc, cette histoire du Comte de Monte-Cristo, qui est une histoire de vengeance, qui est une histoire de vampire, qui est une histoire de prison, de château et d'évasion. C'est une histoire qui est menée tambour battant et qui est profondément dépaysante. Enfin bref. Et si vous voulez, pour résumer, moi j'ai le sentiment de me souvenir de ma lecture du Comte de Monte-Cristo comme d'un voyage que j'aurais fait. J'ai l'impression d'avoir vécu ça, j'ai l'impression d'avoir fait corps avec Edmond Dantès, et donc je me souviens presque de ce livre comme quelque chose qui me serait réellement arrivé. Et c'est pour ça que malgré le fait qu'on en parle énormément, j'avais envie d'en parler à mon tour, parce que il me semble que les livres qui procurent cette impression, les livres qu'on a simplement lus mais qui nous donnent une impression de vécu, je pense que ces textes-là sont rares et que le Comte de Monte-Cristo en fait partie. Ensuite, on va revenir sur un livre un peu plus court. J'avais très envie de vous parler de La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Stefan Zweig, donc, c'est un auteur autrichien essentiellement du XXe, dont on connaît, je pense, davantage le roman Le joueur d'échecs, mais j'avais envie de parler de La confusion des sentiments, qui est un petit peu moins connu et qui là encore, en fait, recoupe un certain nombre des thèmes que j'aime énormément dans la littérature classique et dans la littérature de manière générale. La confusion des sentiments raconte tout simplement, j'ai envie de dire, l'histoire d'une relation très ambiguë entre un étudiant et son professeur. Et si vous voulez, c'est un texte qui met en scène le romantisme morbide qu'il peut y avoir dans certaines relations, et surtout une sorte de processus de lent dépouillement de soi-même quand on devient complètement obsédé par quelqu'un. Et donc c'est un texte assez fondateur et assez classique, je trouve, du thème de l'obsession et de l'amitié floue aussi. Et ce processus d'oubli de soi-même dans une relation, dans l'amour, dans l'affection qu'on peut porter à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre de Stefan Zweig, et notamment dans un texte qui est pareil, qui est un petit peu plus connu, je crois, que La confusion des sentiments, qui est Lettre d'une inconnue. Mais je trouve que dans La confusion des sentiments, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus sombre, et il y a même une ambiance un peu... je sais pas si vous allez être sensible à ça, mais moi c'est un texte que je trouve déjà Dark Academia avant l'heure. Enfin, il y a un peu une vibe comme ça. La beauté aussi de ce texte, elle vient du fait que c'est un format court, mais il y a une sorte de fulgurance et de lenteur à la fois. Je sais pas trop comment vous le dire, mais bref, un grand texte pour les mélancoliques. Un texte queer, évidemment. On parle d'une relation entre deux hommes, donc un texte gay, et absolument sublime, que j'adore.
Bon, je suis vraiment désolée, on a été coupé, d'où ce faux raccord de look. Je sais plus si je l'ai précisé, mais de toute façon, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, il y aura une deuxième partie à cette vidéo. Il y a d'autres livres, notamment un en particulier dont je veux absolument vous parler, et on ira aussi du côté de la littérature classique anglophone, états-unienne et britannique, que j'affectionne énormément. Mais pour conclure ce premier jet, je me devais quand même de vous conseiller deux choses. Déjà, un chef-d'œuvre vraiment tellement méconnu et tellement sous-coté, Mauprat de George Sand. George Sand, donc grande autrice française du 19e qui a écrit sous pseudonyme, George Sand c'est son pseudo, et c'est une autrice dont on parle beaucoup, qu'on étudie beaucoup, mais qui malheureusement est souvent réduite à ses histoires d'amour et à ses romans un petit peu plus rustiques, un petit peu plus paysans. Or, il y a quelques années, je ne sais pas si les gens qui me suivaient à cette époque-là sont toujours là, il y a quelques années, j'ai eu une période vraiment monomaniaque. J'étais complètement fascinée, un peu obsédée par George Sand. C'est une femme que je trouve très intéressante, qui est pleine de paradoxes, qui était animée par des idéaux de justice sociale et de féminisme, mais qui était aussi vraiment aux prises avec ses prismes de classe. Enfin, je pourrais disserter là-dessus pendant des heures, mais c'est un personnage qui est vraiment fascinant à mes yeux. Et Mauprat, c'est une sorte de diamant, un roman, je trouve, qui est méconnu et qui est vraiment remarquable. Pour vous le décrire en quelques mots, Mauprat, c'est un roman qui est hybride, qui est assez violent, qui est très bizarre et qui est aussi très passionné et qui se passe au XVIIIe siècle. En fait, si vous voulez, quand vous commencez Mauprat, ça démarre vraiment, vous êtes dans Skyrim. Vous êtes dans un espèce de vieux château perdu dans la brume avec des personnages qui sont hyper sordides et violents. Et en fait, George Sand, elle met en scène le XVIIIe siècle à travers ses personnages, et elle le met en scène un peu comme ce qu'elle conçoit comme une sortie de l'obscurantisme vers la lumière, et même vers les lumières littéralement, parce que elle s'inspire, elle ancre son roman vraiment dans la philosophie des Lumières, en particulier de Diderot, qu'elle aime beaucoup. Et le livre va évoluer de cette ambiance gothique, limite dark fantasy. On va aller emprunter aux romans de chevalerie, aux contes philosophiques. Va y avoir toute une partie un peu fresque qui se passe pendant la guerre. Puis il y a une grande scène de procès, etc. Enfin bref, c'est un roman qui est très étrange, et qui, je trouve, dénote beaucoup avec d'autres romans du 19e qui ont des formes beaucoup plus classiques. Et c'est un texte qui pose la question déjà de la violence masculine. Peut-on connaître une rédemption par l'éducation? Et Sand donc, va à la fois explorer la philosophie de Diderot, comme je disais, et donc elle a aussi une vision des Lumières qui est très située, qui est très critiquable. Elle va faire des considérations sur l'éducation, et de manière assez logique. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce texte. C'est un roman qui parle aussi de classe sociale, qui pose la question du déterminisme et en fait, à quel point on peut ou pas se transformer quand on est sans cesse ramené à son point de départ, enfin à son milieu d'origine par les autres. Et Sandre montre d'ailleurs que la violence, elle n'a pas toujours la forme que l'on croit. Ça parle de violence de classe, de violence symbolique, etc. Enfin bref, quand je dis tout ça, ça donne l'impression d'un roman qui est très cérébral, très intellectuel, alors que pas du tout. C'est une histoire qui est vraiment envoûtante, avec de très beaux personnages. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai du mal avec les personnages qui sont juste des véhicules, les choses qui sont trop allégoriques ou trop conceptuelles, vous voyez. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un peu du mal avec l'absurde, par exemple. Enfin bref, je suis une empathique, j'ai besoin de m'attacher. Et je trouve qu'on s'attache vraiment aux personnages qui sont construits par Sand dans ce roman. Et je l'ai lu à l'époque vraiment aussi comme un dialogue avec la pensée de Sand et avec son univers, et ça m'avait énormément marqué. Bref, à tout moment, là, je suis en train de partir complètement sur un tunnel George Sand, et je vais vous épargner ça, mais voilà, je voulais quand même absolument conseiller Mauprat, roman hybride dark fantastique de gauche de l'époque, hein, et par George Sand, qui avait aussi un certain nombre de prismes, etc., mais remarquable, et que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Et enfin, pour conclure cette vidéo, c'est un petit bonus, mais en fait j'avais quand même très envie de parler rapidement de ma lecture en cours, qui est Le Seigneur des Anneaux. Je suis dans le tome 2 actuellement, j'ai dévoré le tome 1 alors que j'étais alitée et en convalescence, enfin, on va en reparler juste après pour celles et ceux que ça intéresse. Quel enchantement extraordinaire, enfin, j'en parle ici parce que de toute façon,
En ce moment, j'en parle non-stop, je suis complètement obsédée. Enfin, c'est ma nouvelle phase monomaniaque, peut-être. J'ai l'impression que je fonctionne un petit peu comme ça par phase complètement... Enfin bref. Et donc, j'en parle là pour cette raison, mais finalement, qui peut nier que Le Seigneur des Anneaux, aujourd'hui, c'est un roman classique, pas seulement de la fantaisie, mais il me semble de la littérature générale. C'est quand même une œuvre qui a eu un impact énorme sur nos imaginaires collectifs, sur la façon d'écrire, sur nos représentations, etc. Je crois que c'est assez indéniable quand même. Et dans ma vie, j'avais essayé plusieurs fois de lire Le Seigneur des Anneaux, et ça a ça aussi de commun avec une certaine conception qu'on peut se faire de la littérature classique, que c'est quand même un texte qui est un petit peu hermétique, enfin en tout cas qui est très aride de prime abord, surtout au début quand vous commencez par 30 pages sur les us et coutumes des hobbits. Et je pense que je parlerai plus longuement de ma lecture, mais là j'ai enfin réussi à rentrer dedans grâce à c'est la nouvelle traduction qui est sortie il y a quelques années, qui est la traduction de Daniel Lauzon, et qui, je crois, peut vraiment permettre de rentrer dans le texte un peu plus facilement, qui est une traduction qui est très agréable à lire. Finalement, là, je comprends. J'ai vraiment l'impression d'avoir touché du doigt et d'être comme passé de l'autre côté, et maintenant je comprends à 100% l'obsession qu'un certain nombre de gens depuis des décennies ont pour Tolkien. C'est une œuvre qui est vraiment vertigineuse dans sa beauté et dans sa profondeur, et dont il y a tant à dire que Le Seigneur des Anneaux et l'univers de Tolkien de manière générale, c'est comme devenu une sorte de mythologie. Et d'ailleurs, je regardais la vidéo de quelqu'un il n'y a pas longtemps qui comparait le texte de Tolkien qui s'appelle le Silmarillion à de la mythologie antique en fait. Et c'est même une œuvre dont on fait l'exégèse entre guillemets, des générations et des générations de gens qui s'écharpent sur comment interpréter l'univers de Tolkien. Peut-être que vous avez entendu parler du fait que beaucoup considèrent que Le Seigneur des Anneaux est un peu une sorte de métaphore de la Seconde Guerre mondiale, avec des forces qui doivent s'allier pour lutter contre un pouvoir totalitaire et très industriel qui vient de l'Ouest, et que tout ça, ça fait penser à l'Europe, à la situation de l'Europe, parce que Tolkien était britannique. Enfin bref, il y a énormément de résonances et d'interprétations possibles. Je sais que là, personnellement, pendant ma lecture, je pensais beaucoup au fait que Tolkien a une culture catholique. Et pour l'instant, là où j'en suis, je trouve que ça se ressent énormément, et que c'est assez intéressant sur... Enfin voilà, la façon qu'il a de mettre en scène le pouvoir, de questionner la notion de tentation, et aussi le sacrifice pour une noble cause. Enfin bref, je pense que j'en parlerai plus longuement, même si j'ai un peu peur, très sincèrement, que ça n'intéresse pas les foules, de voir une énième vidéo qui parle de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Je sais pas trop si je peux apporter quelque chose, mais en même temps, j'ai envie d'en parler, et j'ai envie de discuter aussi avec des gens qui sont beaucoup plus connaisseurs et connaisseuses que moi. Et ce qui est sûr, c'est que déjà à ce stade, pour moi, c'est un classique extrêmement marquant, extrêmement riche et intéressant. Donc il avait toute sa place dans cette vidéo. Ok, si vous êtes encore là, coucou, je vais raconter un petit peu ma vie. Déjà, je voulais juste dire que ça m'a fait hyper plaisir de tourner cette vidéo un petit peu en roue libre. Honnêtement, je suis pas hyper satisfaite de la vidéo précédente sur la science-fiction. Je suis dans une recherche d'équilibre dans les vidéos que je produis. Et donc, n'hésitez pas à me faire des retours et à me dire si les vidéos plus en roue libre comme ça vous plaît toujours. Et ce questionnement-là, il est pas anodin pour moi, parce que là, il va falloir que je trouve une façon de faire des vidéos et un rythme de vidéo qui soit compatible avec mes problèmes de santé. Je tourne cette vidéo en dehors de chez moi parce que j'ai été immobilisée là par une grosse mésaventure de santé. Là, je suis encore un petit peu en convalescence, et surtout, je suis encore dans un parcours de soins et de diagnostic qui va être assez long. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, parce que j'ai besoin vraiment qu'il y ait encore des certitudes en termes de diagnostic, etc. Mais il semblerait que je souffre d'une maladie chronique qui est pas grave entre guillemets, dans le sens où très concrètement c'est pas une maladie qui va me tuer, mais c'est une maladie qui est quand même très, dans une certaine mesure, très invalidante,
et qui s'ajoute aussi à d'autres problèmes que j'avais auparavant. Et donc pour les personnes qui ont vu un peu mes stories et mes posts Instagram, sachez que ça va. Enfin, je suis hyper bien entourée au niveau personnel, au niveau de mes proches, etc. Mais j'ai quand même vécu un sacré truc là, et surtout ça me semble maintenant compliqué. J'avais déjà un peu évoqué le fait que j'avais des problèmes de santé auparavant, mais là j'ai plus envie d'en parler de manière floue. Et donc c'est pas très conforme à la DA de ma chaîne, qui est de vous parler de littérature et de sciences sociales. Mais je pense que une fois que j'aurai bien avancé dans la fin de mon parcours diagnostic, une fois que mon état il se sera un peu stabilisé aussi, je pense sincèrement que je vais faire une vidéo témoignage à cœur ouvert, où je vais vous raconter ce qui m'arrive et le type de troubles physiques dont je souffre, parce que à la fois ça vous permettra de situer un peu mon point de vue et de vous donner une certaine idée du contexte dans lequel je fais mes vidéos, dans lequel je lis, etc. Et aussi tout simplement pour sensibiliser, parce que ce sont des problèmes de santé chroniques qui sont invisibles et donc qui sont parfois méconnus et qui peuvent laisser, je crois, d'autres personnes qui pourraient souffrir de ça assez seules. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma santé, mais aussi de ma vie personnelle. Enfin, vous doutez bien que quand ce genre de choses arrive, c'est comme un ouragan qui balaye un peu tout sur son passage. Et là, je suis en train de remonter la pente tout doucement, et je pense qu'on va systématiser le fait que, en fin de vidéo, je vous donne un petit peu des nouvelles de moi, de comment ça avance personnellement, professionnellement, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de fou, parce que après ma vidéo Top 2024, j'ai eu vraiment une vague de soutien et de dons sur Ko-fi et sur Patreon. Et ça, vous pouvez même pas imaginer à quel point ça aide, genre vraiment très concrètement, et à quel point là justement quand je suis tombée malade, quand j'ai eu ces petits problèmes récemment, ça a été un appui de fou. Donc merci, vraiment merci beaucoup pour tout ce soutien, et sachez que c'est hyper concret dans ma vie. On va clore là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez des updates de vie et de lecture un peu plus régulières. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.